Bonsoir, mademoiselle Semira. Ça va, vous allez bien? Bonsoir, monsieur Younes, vous me voyez? On n'arrive pas à vous... Je vois, est-ce que Est-ce t'as... que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, parfaitement. Maintenant, c'est bien. Alors, on prend le grand plaisir aujourd'hui pour traiter un sujet qui vous intéresse particulièrement. C'est le sujet de la paralysie cérébrale et l'éducation thérapeutique. Que vous êtes kinésithérapeute quelques années, plusieurs années. On se connaît pour au moins 8 ans. Et personnellement, j'ai partagé avec toi plusieurs formations en tant que participant, mais également vous êtes passé dans la deuxième promotion de l'Association marocaine de thérapie manuelle et nous étions très ravis de votre passage qui était un passage remarquable. Vous faites également de la périneo parce que vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire en rééducation périnéale et vous êtes en cours d'une formation d'ostéopathie. Donc, je vous souhaite tout le courage pour pouvoir tenir dans cette lancée de formation, cette lancée de développement de compétences. Donc, voilà, mademoiselle Samira. Donc, vous pouvez vous présenter par vous-même et vous pouvez commencer votre présentation. J'ai rien à dire de plus. Vous avez tout dit. Merci beaucoup, monsieur Younes. Et bonsoir tout le monde. Je tiens à remercier la MTM de m'avoir invité pour parler de ce sujet qui est la paralysie cérébrale. Le but de mon live, je veux dire, est de vous initier à cette prise en charge et vous étaler les différentes thérapeutiques possibles pour ces enfants. Pour que le traitement ne soit pas réduit juste à la mobilisation et à l'entretien articulaire pour cette pathologie. Alors, pour ce faire, on va parler de quelques concepts au début qui sont importants à connaître, puis du bilan moteur de cet enfant et en fin de compte des différentes thérapeutiques disponibles pour la paralysie cérébrale. Alors, avant, on utilisait le terme infirmité motrice cérébrale. Ça a changé. Actuellement, ça a changé et on utilise le terme paralysie cérébrale. En anglais, c'est cerebral palsy. Alors, cette paralysie cérébrale, c'est une en développement, elle est non évolutive et avec un déficit moteur et des troubles associés. Alors, les troubles moteurs de cette paralysie cérébrale sont souvent accompagnés de troubles sensoriels, perceptifs, cognitifs, de la communication, du comportement, par une épilepsie par exemple, par des problèmes musculo-squelettiques secondaires. Alors, pour l'IMC, qui est l'infirmité motrice cérébrale, c'est l'atteinte de la fonction motrice, qui est différente de l'IMOC. On disait IMOC, ce qui veut dire infirmité motrice d'origine cérébrale, qui veut dire l'atteinte de la fonction motrice avec altération des capacités intellectuelles. Et en fin de compte, définir ce qui est le polyhandicap, qui est l'atteinte de la fonction motrice avec altération sévère des capacités intellectuelles. Vous m'entendez, monsieur? Oui, oui, on vous entend. On vous perd pour quelques secondes, mais de toute façon, de ma part, si les participants ils ont des remarques par rapport au son, on pourrait plus ou moins réajuster. D'accord. Alors, vous allez en général recevoir dans vos cabinets des enfants qui souffrent de retard psychomoteur. Alors, il faudrait définir qu'est-ce que le retard psychomoteur. Chez un enfant, il est caractérisé par des difficultés dans le domaine de la motricité ou les acquisitions mentales ou sensorielles. Alors, cet enfant qui souffre de ce retard aura par exemple des difficultés à se tenir assis, ne parviendra pas à marcher ou à parler à un anormal. Alors, juste préciser qu'on dit âge réel et âge moteur. Il y a une différence entre l'âge réel, qui est par exemple, il a 2 ans, mais il n'effectue pas les activités ou la position de 2 ans. C'est-à-dire qu'il a un autre âge moteur. Alors, on va passer pour parler des étiologies ou les facteurs de risque ou les causes de cette paralysie cérébrale,
qui sont de 3 types. Prénatal, périnatal et en postnatal. Alors, pour les prénatales, on trouve la prématurité qui est l'âge gestationnel de moins de 36 semaines, le poids à la naissance qui est de moins de 2 kilos, l'épilepsie par exemple, l'hyperthyroïdie de la mère, les infections, les métrorragies du 3e trimestre, les drogues, la consommation, je veux dire, de drogue par la mère, les traumatismes ou de médicaments contre-indiqués, les traumatismes lors de la grossesse et les grossesses multiples ou les insuffisances placentaires. Ceci, c'était pour le prénatal. En périnatal, il y a le travail allongé lors de l'accouchement, la rupture prématurée des membranes, les anomalies de présentation, le saignement vaginal lors de l'accouchement, les bradycardies fétales et l'hypoxie. En postnatal, on va trouver les infections telles que l'encéphalite et la méningite. L'hypoxie, les épilepsies, les hyperbilirubies. Alors, le traumatisme crânien chez l'enfant, et aussi il existe parfois des causes inconnues. Pour classer cette paralysie cérébrale, on dispose de grandes catégories pour classer. La classification anatomique qui se fait selon la topographie. Alors, on trouve l'hémiplégie, la diplégie, quadriplégie, triplégie et monoplégie. Pour l'hémiplégie, c'est la lésion d'un côté du corps. La diplégie, c'est les 2 membres inférieurs qui sont plus affectés. La quadriplégie, c'est les 4 membres plus le tronc et le cou. La triplégie, c'est les 2 membres inférieurs plus un membre supérieur. Et parfois, elle est très rare. On la trouve très rarement. Et la monoplégie, c'est une seule extrémité qui est atteinte. Alors, pour l'hémiplégie, qui est le diagnostic qu'on va recevoir le plus dans nos cabinets et dans vos centres de rééducation, alors un bon pronostic de déambulation existe dans la très grande majorité des cas. En moyenne, la marche, elle sera acquise vers l'âge de 2 ans, à l'exception de ceux qui souffrent d'une surcharge épileptique grave. Alors, les enfants qui sont atteints d'une épilepsie qui est très grave, associée ou non à une déficience mentale. Alors, les hémiplégies qui sont acquises consécutives à un traumatisme crânien ou consécutives à une méningite ou méningoencéphalite ou un accident vasculaire cérébral ou un syndrome hémiconvulsion d'hémiplégie, ils auront un pronostic qui sera en lien avec l'origine de cet accident cérébral et l'âge où il s'est produit. Alors, il y a la deuxième classification, c'est selon le tonus, une classification clinique selon le tonus. Alors, on va trouver la forme spastique. Alors, dans ce cas, le site de lésion, c'est le cortex et le système pyramidal, comme vous savez très bien. Pour la forme dyskinétique, ça sera le système extra-pyramidal qui sera lésé avec le ganglion basal. Il y aura la forme hypotonique. Alors, les enfants qui sont hypotoniques, on les reçoit aussi au cabinet. Et la forme ataxique, la lésion sera située au niveau du cervelet. Et quand la lésion est mixte, alors la lésion, elle est diffuse. Alors, parlons maintenant de la spasticité. La spasticité, c'est un élément, comme j'ai dit, du système pyramidal. C'est une augmentation dans la résistance physiologique du muscle à un mouvement passif. Alors, c'est une partie du motoneurone supérieur caractérisée par une hyperréflexie. Alors, les structures atteintes sont les aires motrices, la 4e et la 6e. Et cette forme spastique, c'est la forme la plus répandue qu'on retrouve les enfants atteints de paralysie cérébrale. En général, vous allez trouver entre 70 à 80%. Alors, et dans cette forme spastique, on va trouver des hémiplégies, des diplégies et des quadriplégies qui sont spastiques. Alors, pour les hémiplégiques, on en a déjà parlé. Pour les diplégiques, il y a l'intelligence, je veux dire, en ce cas, elle sera conservée et avec peu de risque d'épilepsie en général. Et on la trouve chez les enfants de faible poids de naissance. Pour la quadriplégie, en général, c'est des encéphalopathies ischémiques périnatales.
c'est-à-dire lors de l'accouchement, qui arrive lors de l'accouchement. Alors, il faudrait évaluer cette spasticité. On aura besoin on dispose de deux échelles dans ce cas. L'échelle Tardieu et l'échelle modifiée. Alors, l'échelle Ashworth modifiée, elle se base sur l'évaluation de la résistance à l'étirement lors d'un mouvement passif. Mademoiselle Oui. Samira, il y a une petite remarque de la part des participants, une participante. Vous allez un peu trop vite. Et si D'accord. et si vous présentez plus lentement, comme ça les gens pourront suivre. D'accord. Oui. D'accord. Alors, on était en train de parler de la spasticité et des échelles qu'on va utiliser pour évaluer cette spasticité. Alors, il y a l'échelle d'Ashworth modifiée. Elle va se baser sur l'évaluation de la résistance à l'étirement lors d'un mouvement passif. Elle a été validée au début par Ashworth en 1964 et elle était destinée à l'origine pour des patients sclérose en plaques. Alors, et après, elle a été modifiée en 1987 par Bohannon et Smith pour différencier la spasticité légère et la spasticité modérée. Alors, il y a plusieurs scores. Le score de cette échelle, il va de 0, 1, 1 plus, 2, 3 et 4. Alors, sachant que le 0 signifie qu'il n'y a pas d'augmentation du tonus musculaire et que 4 signifie que le segment touché est rigide, en flexion ou en extension. Alors, ça vous va, ce rythme? C'est bien Oui, comme ça? oui, maintenant vous parlez plus lentement. J'espère que tout le monde. Alors, pour l'échelle Tardieu qui est un neurologue très connu, alors le principe de cette échelle est d'observer l'angle situé au point de résistance en effectuant l'étirement passif d'un membre. Alors, le mouvement, il sera effectué à différentes vitesses, que ce soit en V1, V2 et V3. Et cette échelle va nous permettre d'évaluer la longueur musculaire, l'amplitude articulaire lors de mouvements dynamiques et statiques. Je tiens à vous inciter à les télécharger et à les avoir dans vos cabinets parce qu'il y a un intérêt, ça va nous aider pour bilanter l'enfant premièrement et ces échelles nous servent aux médecins pour mieux orienter la thérapeutique. Pour qu'ils décident s'ils vont utiliser une toxine botulique, s'ils vont utiliser un traitement médical ou pas. Alors, passons maintenant à la forme dyskinésique. La dyskinésie, c'est des mouvements anormaux quand les patients initient un mouvement. Alors, quand ils veulent initier un mouvement, il y a des mouvements anormaux qui se greffent. Alors, la dysarthrie et la dysphagie accompagnent ces mouvements en général. Qu'est-ce que dire dysarthrie? C'est une difficulté à articuler. La dysphagie, c'est une difficulté à déglutir. Alors, l'état mental, dans ce cas, il sera normal, mais la dysarthrie, elle va nous rendre la communication. Et en général, cette dyskinésie, elle est causée par une anoxie cérébrale. Alors, passons maintenant à la tétose. Alors, les mouvements involontaires, ce sont des mouvements involontaires, je veux dire, aux extrémités qui sont puissants et qui contrastent avec une force volontaire faible. Souvent, ces mouvements involontaires sont renforcés au cours de gestes qui sont complexes, disparaissant pendant le sommeil. C'est-à-dire, l'enfant, quand il va vouloir effectuer un geste, il y aura ces mouvements qui vont apparaître, qui vont lui difficulter ce geste. Quand il sera endormi, on ne va pas sentir cette atétose. Elle va disparaître. Alors, ne pas oublier que c'est une atteinte de la substance grise centrale. Et que l'enfant, dans ce cas, il va être en train de bouger la tête et le cou aussi. Pas juste les extrémités. Alors, passons maintenant à l'ataxie. C'est la perte d'équilibre
de coordination et de motricité fine. Les enfants atteints d'ataxie ne peuvent pas coordonner leurs mouvements. Et c'est une lésion de cervelet. Alors, maintenant, on va passer à la partie bilan. Bilan de l'enfant. Comment faire un bilan moteur de l'enfant? Sachant, juste, je veux signaler que le bilan de l'enfant, il est chronophage. Il nous prend trop de temps pour évaluer cet enfant. Et il doit être spécifique, il va s'adapter à chaque enfant. Alors, et vu le temps qu'on a dans ce live, alors j'ai été amenée à juste vous citer les items et les grandes lignes sur lesquelles on va se baser pour bilanter cet enfant. Alors, juste vous citer que ce bilan doit comporter un examen neurologique, par exemple, aussi la circonférence de la tête qui sert plus pour les médecins, ils le font plus, eux, que nous. L'examen de la colonne, il faudrait examiner l'état mental de cet enfant, examiner les nerfs crâniens, examiner la vision, voir s'il y a des troubles de vision, d'audition, de parole, examiner son système moteur, comme j'ai dit avant, le tonus musculaire, que ce soit classique ou une hypotonie, examiner sa force musculaire, son degré de contrôle moteur, voir aussi les réflexes, les mouvements involontaires de l'enfant, faire un examen sensoriel, le range of motion, que ce soit l'active range of motion ou le passive range of motion, voir identifier les déformations et les contractures. Par exemple, vous trouvez des contractures des adducteurs, vous trouvez, c'est très, je veux dire, c'est très répandu chez les enfants. Alors, examiner leur posture, faire un examen fonctionnel, que ce soit en assis, en équilibre, examen d'équilibre, je veux dire, la marche, examiner la fonction de la main et ne pas oublier d'évaluer la douleur de l'enfant. Sachant qu'il y a plein de conférences qui parlent de cette douleur dernièrement à l'échelle internationale, car il y a eu des enfants qui sont arrivés à l'âge adulte et qui ont pu, des enfants qui sont atteints de paralysie cérébrale, qui sont arrivés à l'âge adulte et qui ont pu nous témoigner et nous rapporter leur douleur. Les musculaires, d'origine musculaire, ils avaient des escarres, ils ont je veux dire, rapporté cette douleur, d'où l'importance de signaler que, en général, quand vous dites à un kiné, il vous dit, quand je fais, en général, je suis en train de faire juste l'entretien articulaire, je fais juste la mobilisation passive. Alors, il se sent comme s'il n'était pas en train de faire grand-chose. Mais il doit savoir qu'en faisant ça, pour des cas qui sont très retardés, je veux dire qui sont très sévères, il est en train de leur améliorer leur qualité de vie et de leur diminuer leur douleur. Vous êtes d'accord, monsieur? Oui. Alors, il y a des recommandations dernièrement qui nous incitent à documenter notre bilan par des photos et des vidéos. D'ailleurs, il y a même des laboratoires d'analyse de marche à l'échelle internationale qui se sont spécialisés dans l'étude de cette pathologie. Je veux dire, l'étude de la marche de l'enfant paralysé cérébral. Alors, maintenant, on passe à un truc qui est très important, que vous connaissez tous, c'est les niveaux d'évolution motrice, les NEM. Les NEM, que monsieur le métayer, il nous a ramené les NEM, on se base dans notre bilan et notre travail sur les NEM. Alors, en général, vous le connaissez tous, tout ce qui est tenue de la tête, retournement, assis, quadripédie, genoux dressés, chevalier servant, debout, vous les connaissez, et si vous ne les connaissez pas, je vous incite à aller télécharger une fiche des NEM, comme ça, vous allez vous orienter dans votre bilan. Et vous allez mieux structurer votre travail avec cet enfant. Alors, dernièrement, il y a une échelle qui est très recommandée à l'échelle internationale, c'est la GMFCS. C'est une échelle, la Gross Motor Function.
Elle met l'accent sur la station assise, sur les transferts, la mobilité. Elle est réservée en général sur la mobilité et les membres inférieurs. Elle comporte, c'est une classification à 5 niveaux. À 5 niveaux. Mais elle nous aide. Faudrait la voir, faudrait la télécharger. Pourquoi? Parce qu'elle va nous orienter dans notre prise en charge et nous orienter pour la décision des aides techniques qu'on va proposer à cet enfant. On va le classifier. Par exemple, si on va lui proposer un déambulateur, si on va lui proposer... et aussi, il y a une autre version de cette échelle qui est la GMFCS, qui est adressée pour les adolescents de 12 à 18 ans. Alors, il y a la GMFCS, la première, elle est pour les enfants, les petits-enfants. Après, vous avez la GMFCS 2007. Vous mettez GMFCS 2007. Elle est adressée pour classifier les enfants, les adolescents de 12 à 18 ans. Alors, elle comporte 5 niveaux. Par exemple, le niveau 1, c'est une marche sans restriction de mouvement. Et le niveau 5, ça serait un déplacement en fauteuil roulant. Alors, pourquoi on va être en train de télécharger ces échelles et les avoir? Pourquoi? Pour avoir, parce qu'en international, ils sont en train de faire des études. Ils sont en train d'essayer d'uniformiser notre langage. Alors, si vous faites votre bilan dans une bonne éduforme, vous serez en capacité à faire, dans votre petit cabinet, à faire une étude et à parler sur le même niveau avec d'autres thérapeutes partout. Vous allez être sur la même longueur d'onde. D'accord? Alors, il y a aussi la Manual Ability Classification System, la MACS. Elle est dernièrement très recommandée. Je l'ai trouvée juste en anglais. Je ne sais pas si vous la trouverez téléchargeable en français. Elle comporte 5 niveaux, du niveau 1 jusqu'au 5. Le niveau 1, ça serait l'enfant arrive à utiliser les objets et à les manipuler parfaitement. Et le niveau 5, ça serait qu'il n'arrive pas du tout à les utiliser. Alors, cet enfant, à part les troubles moteurs, il aura d'autres déficiences, d'autres troubles, qui vont être, par exemple, les troubles de bavage, les troubles de langage, les troubles cognitifs, des troubles orthopédiques, comme vous savez très bien, des troubles auditifs, des troubles visuels, l'autisme, par exemple. D'ailleurs, parfois, on trouve l'autisme et le spectre autistique. Alors, parfois, vous allez trouver des enfants qui sont atteints de paralysie cérébrale. Vous êtes en train de travailler avec l'enfant et il n'est pas diagnostiqué spectre autistique, mais il a ses caractères. Je veux dire, il ne réagit pas avec vous et tout, juste parce que les crises épileptiques, il y avait trop de crises épileptiques qui l'ont fait entrer dans ce cadre de spectre autistique. D'où la nécessité de s'orienter et de mieux étudier ce contexte d'autisme. Être un peu formé dans ce cas pour prendre ces enfants en charge. D'accord? Alors, il y a aussi des troubles de nutrition qu'on peut trouver chez ces enfants. Il y a des risques de luxation d'hanches, des risques de rétraction, comme j'ai dit, luxation de triceps, des rétractions des ischio-jambiers, des rétractions, des adducteurs, des déformations osseuses. En général, on trouve aussi l'épilepsie dans 15 à 50% des enfants atteints de paralysie cérébrale. D'où l'importance, je tiens à insister sur ça, d'où l'importance d'une bonne prise en charge par un neuropédiatre et de la bonne observance du traitement par les parents. Alors, on a un rôle d'éducation dans ce sens pour inciter les mamans à donner le traitement dans le bon dosage. Alors, comme vous voyez, il y a des troubles qui sont différents et plusieurs troubles. Alors, on ne cessera pas de dire qu'il est primordial que la prise en charge soit multidisciplinaire, faite par les orthophonistes, les kinés, les neuropédiatres
et tous les intervenants pour avoir une meilleure prise en charge pour ces enfants. Alors, maintenant, on va passer au traitement disponible pour la spasticité, vu que cette spasticité, les enfants spastiques. Oui? Alors, en fait, mademoiselle Samira, vous avez parlé un peu de l'IMC, vous avez parlé un peu de l'évaluation kiné en général. Et avant d'aborder la question du traitement, j'aimerais vous adresser quelques questions. J'aurais préféré l'auditoire. Et avant de vous donner plus ou moins l'intérêt global dans le domaine de la kinésithérapie, c'est que l'évaluation, par exemple, la spasticité, vers une évaluation qui est fonctionnelle, qui se base sur des échelles, et que c'est important que le kiné s'intéresse à ce volet parce que éliminer de manière simple. On peut toujours, quoique les déficiences sont présentes, on peut toujours améliorer la fonction. Donc là, c'est un appel de votre part et de ma part, et pour tous les kinésithérapeutes, à aller chercher dans chaque contexte pathologique quelles sont les évaluations fonctionnelles qui sont valides sur le plan scientifique pour pouvoir les intégrer dans leur bilan et de ne pas rester figé sur les bilans qu'on vous a donnés dans la formation de base, qui sont essentiellement des bilans se basant sur l'évaluation des structures anatomiques et l'évaluation des déficiences. Malheureusement, ça coupe de ma part. Malheureusement, mais j'ai fait passer plus ou moins un message important. Alors, la première question. Est-ce que c'est différent? Et là, c'est plus ou moins une question piège parce que vous avez un terme qui englobe les deux. Est-ce que c'est différent la prise en charge d'un paralysie cérébrale et un IMOC? Ça serait déjà la prise en charge de l'enfant. On doit adapter notre prise en charge à chaque enfant. Déjà, dans l'IMOC, normalement, il y aura des troubles cognitifs qui sont associés, des troubles intellectuels qui sont associés. Vous allez un peu sentir la différence dans le sens de quand vous allez demander des exercices, quand vous allez essayer de stimuler pour arriver à un niveau moteur, mais tout de même, faudrait, juste avoir plus de patience avec les enfants IMOC. En général, c'est plus difficile de traiter avec un IMOC qu'un retard psychomoteur en général, ou qu'un enfant, quand vous dites IMC, intellectuelle, ne sont pas capacités cognitives, parce qu'il va essayer de communiquer avec vous, même s'il ne parle pas, il y aura la communication non verbale qui va être mise en jeu dans ce cas. Alors ça va vous faciliter le partage et les exercices que vous allez faire avec lui et le traitement que vous allez lui procurer. Oui. Alors la deuxième question, il concerne le nourrisson. Est-ce que le bilan du nourrisson est un bilan spécifique sur quoi, par exemple, vous vous concentrez si vous avez un nourrisson par rapport à un enfant? Ça dépend. Ça dépend quand vous avez un petit, il est encore entre 6 mois jusqu'à, disons, il a moins d'un an. Ce bébé, il a moins d'un an. Déjà, on va profiter de la plasticité cérébrale. Alors, on pourra tester tout ce qui est réflexe. C'est les réflexes, s'ils sont présents, s'ils sont les réflexes de succion, le réflexe de graspine, on va essayer de les utiliser. On va, par exemple, stimuler la vision, stimuler avec les sons. On va essayer d'adapter. Avec l'enfant, quand il va un peu grandir, il y aura les jeux, il y aura d'autres types de stimulus, et il y aura, pour essayer de bilanter, même pour essayer de bilanter, on utilise des jeux parfois. Alors, il y aura une autre façon de faire.
Mais on va essayer de rester en évaluer, se baser sur les NEM déjà. Sur des comptabilités, par exemple, vous utilisez, comme vous savez tous, le tiré assis, tout ce qui est suspension ventrale, suspension latérale pour bilanter, tout ce qui est tiré assis latéral. Alors, vous pouvez l'utiliser. Déjà, Oui. oui. Alors, j'ai une autre question qui est intéressante. Est-ce que cet écart, plus il grandit entre l'âge moteur et l'âge réel, est-ce que ça a un retentissement sur l'éducation thérapeutique et sur le pronostic de l'enfant? Oui, parfaitement. Déjà, le rôle de la kiné, c'est d'essayer de diminuer cet écart le plus possible, d'essayer en effectuant des séances en répétant et en faisant l'apprentissage des exercices, en répétant, je veux dire, pour arriver par exemple à un niveau, le niveau moteur assis. Alors, faudrait répéter, demander à la mère qu'elle fasse le tiré assis plusieurs fois, le répéter pour et rapprocher les séances. Par exemple, si j'ai un enfant retard psychomoteur, alors j'essaie de le stimuler au maximum, et surtout s'il est dans l'âge de moins de 2 ans, parce que je vais profiter de la présence de cette plasticité cérébrale qui va m'aider à améliorer, je veux dire, l'état de cet enfant. Déjà, j'ai oublié de vous définir la plasticité cérébrale, je me souviens maintenant, que cette plasticité cérébrale, avant, quand on nous enseignait, on nous disait la cellule nerveuse, quand elle est lésionnée, quand il y a une lésion, c'est coupé. Alors, il n'y a plus possibilité que l'influx nerveux passe et il n'y a pas de récupération. Ça ne va jamais récupérer. Alors, actuellement, ça a changé. Il y a ce concept de plasticité cérébrale qui a changé toutes nos connaissances et qui a pu expliquer les cas de retard psychomoteur et les cas d'enfants atteints de paralysie cérébrale qui se sont améliorés et qu'on voit parfois dans nos cabinets. Alors, et cette plasticité cérébrale, c'est la possibilité de créer de nouvelles connexions. Par exemple, ça a été coupé, alors ça crée une connexion, même si ça ne va pas en direct, ça va créer une connexion, c'est comme bourgeonner pour créer une... Et tout ça, comment si on utilise la rééducation et l'apprentissage et la répétition. Voilà. Alors, j'ai une dernière question concernant... Ça régénère pas, oui, ça ne régénère pas, désolé, ça ne régénère pas, mais ça crée de nouvelles connexions. Désolé. D'accord. Alors, juste, quand on parle de la genèse, pour un peu expliquer sur le plan terminologique, on parle de la synaptogénèse et non pas la genèse du neurone. Synaptogénèse, c'est-à-dire la capacité de restituer d'autres synapses. Donc, la genèse, comme vous l'avez dit au départ, c'est un terme correct. On parle de la synaptogénèse et non pas la genèse de nouvelles neurones. Voilà. Alors, juste, j'ai une question par rapport de la part des participants. Ils ont noté que certains bébés, ils ont des troubles sensoriels, comme le fait d'être sourd, comme le fait d'être aveugle. Oui. Et parfois, ils n'arrêtent pas de crier. Donc, comment vous faites avec les enfants et les nourrissons qui ont des troubles sensoriels, et comment vous faites avec les enfants qui ne cessent pas de pleurer? Alors, pour les troubles sensoriels, c'est difficile par exemple, si vous avez un enfant atteint de paralysie cérébrale avec un trouble de vision, une cécité, alors il ne voit pas. Alors, s'il a l'audition qui marche, alors s'il arrive à écouter, alors on va utiliser des jeux qui sont avec des sons. Pour le stimuler, par exemple, pour le retournement, on va utiliser le son de la mère. Elle va l'appeler pour le stimuler, pour aller vers la scie. On a utilisé le toucher, on va utiliser les autres sens qu'il garde.
qu'ils gardent. On va essayer d'explorer les autres sens et les utiliser au maximum à notre profit pour nous aider dans notre rééducation. Et déjà, je vous dis que c'est pas évident. C'est très difficile. Oui. Par exemple, les enfants qui sont atteints je veux dire, de surdité, on va utiliser la vision. Alors on va utiliser les jeux qui sont lumineux, tout ce qui est tablette, tout ce qui est téléphone, tout ce qui est pour attirer leur... Déjà, ces déficits cognitifs, je veux dire, et sensoriels, risquent de les faire dans le cadre qu'on appelle un spectre autistique, ce qui va rendre notre prise en charge plus difficile. Alors, c'est ce qui va rendre c'est difficile, ces enfants, je veux dire, isolés. S'ils ont en plus de la paralysie cérébrale ces troubles, ils seront isolés, les pauvres. D'accord. Alors, du moment que vous parlez un peu de certaines particularités de certains enfants, j'ai eu un ajout très intéressant que je trouve de M. Hammo. Il parlait un peu des jouets électroniques et que certains jouets qui ont des écrans, qui présentent des faisceaux lumineux, par exemple, ils pourront être un facteur défavorable et parfois ils peuvent causer certaines crises d'épilepsie. Voilà, c'était juste un ajout. Oui. Ah, j'ai oublié ça parce que dans les cas les cas qui sont porteurs de l'épilepsie, alors il faut éviter que leur température soit élevée. Alors, il ne faut pas qu'il ait une fièvre, il ne faut pas qu'ils crient beaucoup quand ils vont crier beaucoup et pleurer beaucoup. Vous risquez de déclencher une crise par la suite dans le divan d'examen quand vous êtes en train de travailler. Alors, et même les stimulus, comme a dit M. Hammo, les stimulus, vraiment, quand on les stimule avec tout ce qui est tablette et écran lumineux, ça risque je suis tout à fait d'accord avec M. Hammo. D'accord. Alors, merci. Et il y a une dernière question avant d'entamer la partie éducation thérapeutique. Il y a un participant qui s'est demandé sur l'évolution des traitements médicaux et traitements kinés. Moi, j'aimerais juste vous dire que l'évolution des traitements médicaux, on ne va pas en parler. C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles traitements médicaux, etc. Peut-être c'est une question qui est destinée plus aux médecins. Mais par rapport... Je vais plus ou moins parler des stem cells, des traitements disponibles pour la spasticité en général, mais ça ne sera pas détaillé. D'accord. Et surtout, la question, il porte sur l'évolution. Est-ce qu'il y a eu des évolutions pendant les dernières années en termes de traitement médical et en termes de traitement kiné? Est-ce qu'il y a du nouveau? Il y a du nouveau, d'accord. Oui. Alors, quand je finis ma présentation, vous me reposez la question et vous allez voir si j'ai apporté du nouveau ou pas, je ne sais pas, selon l'intervenant, selon celui qui a posé, je veux dire, la question. Alors, déjà, j'ai essayé d'étaler presque toutes les thérapeutiques que je connais, que ça soit médical, que ça soit holistique, que ça soit rééducative, dans ce sens, qui sont réservées à la paralysie cérébrale. Alors, oui. Rien, j'ai dit d'accord. D'accord, on vous écoute. Je continue. Oui. D'accord. Alors, pour les traitements, on va parler maintenant des traitements disponibles pour la spasticité. Alors, la consultation multidisciplinaire est importante dans ce cas. Pourquoi? Pour préciser la nature de cette spasticité, préciser sa topographie, si elle est localisée, régionale ou alors on pourrait utiliser la benzapaclofène, le traitement connu en général, l'Ioresal. Je ne vais pas faire de pub. Alors, ça donne une sédation modérée en général et ça a aussi un syndrome de sevrage. Alors, aussi, vous connaissez la toxine botulinique, qui est une neurotoxine. Elle agit sur la jonction neuromusculaire et elle bloque l'exocytose de l'acétylcholine en présynaptique
avec une action limitée dans le temps et elle a des effets secondaires rares avec un risque faible. Son administration, elle est relativement facile, mais elle doit être répétée. Comme vous savez très bien, elle est répétée chaque 3 mois. Et tout de même, vous allez recevoir des parents qui vont vous dire ça sert à rien, cette toxine botulique, j'ai payé la toxine, ça n'a pas de bons résultats. Normalement, si vous faites cette toxine, désolé, alors vous devez faire avec une rééducation pendant ces 3 mois qui soit bien faite et presque intensive pour gagner ce niveau moteur espéré. Et vous devez aussi avoir l'orthèse, je veux dire une orthèse chloroperdiuse, une autre orthèse déjà commandée pour l'enfant pour garder ce maintien et pour pouvoir arriver à cette station ou à ce niveau moteur qu'on veut acquérir pour cet enfant. Alors, on peut proposer aussi des neurotomies sélectives périphériques dans le cas de spasticité localisée chez le grand enfant et l'adolescent, mais qui nous donnent un affaiblissement temporaire comme effet indésirable. Alors maintenant, je vais passer aux méthodes thérapeutiques et rééducatives en général. Je vais essayer de vous les initier, je vais de vous initier, de vous les citer. Il y en a plein. Et juste vous dire quelques mots par rapport à chacune. D'accord? Alors, la méthode Le Métayer, connue au Maroc, alors elle a été créée par Michel Le Métayer, qui était un kinésithérapeute, qui nous a introduit le concept de niveau d'évolution motrice et d'éducation thérapeutique. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'on ne dit pas rééducation thérapeutique. On dit le terme éducation thérapeutique. Parce que cet enfant n'avait pas c'est un cerveau, je veux dire, immature. Alors, il n'avait pas une fonction et il l'a perdu, comme dans les cas, je veux dire, de traumato qu'on reçoit d'habitude. Il n'avait pas de fonction. On va devoir lui apprendre cette fonction et faire un apprentissage de cette tâche qu'on va demander. D'accord? Alors, il y a aussi la méthode Bobat, qui est utilisée généralement au Maroc. On l'utilise aussi pour les AVC, qui a été introduite par Bertha Bobat. Et elle cherche à améliorer le tonus afin d'obtenir un meilleur mécanisme postural. Elle va permettre l'émergence de réactions de redressement, de protection et d'équilibre nécessaires à la réalisation de quelques mouvements harmonieux. Et elle va nous servir aussi dans l'apprentissage de l'habillage, par exemple. Il y a aussi la méthode PETO. La méthode PETO, elle est aussi appelée éducation conductive. Elle a pour objectif de permettre à un enfant porteur de handicap moteur de développer son autonomie fonctionnelle. Alors, elle nous vient, je veux dire, de Hongrie. Elle a été inventée dans les années 1940. Alors, quand vous allez vidéo à propos de cette méthode, la méthode PETO, alors vous allez en général voir que c'est une sorte plusieurs espaliers qui sont mobiles, des chaises en forme d'espalier. Elle va aider cet enfant à acquérir la position debout, la position assise, l'équilibre et l'aider à entamer la position de marche. Alors, aussi, on peut trouver la méthode Anat Baniel, qui est issue de la méthode Feldenkrais. Elle est parfaitement appropriée aux bébés et aux enfants. Alors, elle est très douce. Elle se base sur des jeux, des chants, des stimulus. Mais la séance, elle se passe avec des jeux et en harmonie. Il n'y a pas de pleurs en général dans cette méthode. Alors, je vous incite à mettre ces terminologies sur le net pour vous informer plus de chaque méthode que je vais citer, d'accord? Alors, il y a aussi la méthode Cuevas-Demetec. Vous avez déjà entendu de cette méthode, je soupçonne. Alors, elle a été créée par le kinésithérapeute Ramon Cuevas au Venezuela dans les années 70. Et sa principale motivation
et de provoquer des réponses motrices actives et automatiques. Alors, sans prendre en compte la coopération et la motivation de l'enfant. Alors, comme vous allez comprendre, c'est une méthode relativement passive. Alors, souvenez-vous, là, on parle d'une méthode passive, qui est la méthode Cuevas de Medak. Et en général, si vous la mettez sur YouTube, vous allez voir, c'est une sorte de boîte en bois. Il va essayer de lever l'enfant. Et c'est presque miraculeux. Déjà elle s'étale sur plusieurs niveaux pour faire cette formation. Il faut être certifié pour la pratiquer. Il faut être certifié et elle s'étale sur plusieurs niveaux, cette formation. Alors, il y a aussi le patterning. On avait entendu déjà parler avant de patterning, qui est une méthode qu'on apprend aux parents. Alors, qu'est-ce qu'on va leur apprendre? Des exercices qu'ils vont répéter pendant 6 heures. Mais c'est une méthode qui n'est pas prouvée scientifiquement. Alors, la technique Vojta, pour la technique Vojta, on l'utilise au Maroc. Il y a des thérapeutes qui l'utilisent parfois. On l'utilise pour les asymétries posturales. Et exactement, c'est 18 points assez pour obtenir le retournement et la position de rampé. Alors, souvenez-vous que la méthode Vojta, elle est destinée essentiellement à ces deux positions. Pour acquérir ce retournement et pour acquérir la position de rampé. En s'aidant des réflexes. Et ça doit être fait par la mère. Alors, on doit lui apprendre cette technique 4 à 5 fois par jour. Et arrêter si ça ne donne pas de résultat après 1 an de travail avec l'enfant. Alors, selon les études, il n'y a pas de l'efficacité de cette méthode. Mais cette méthode, elle repose sur 3 notions. La notion des chaînes musculaires, que vous connaissez très bien, la locomotion réflexe et le frayage. Et en pratique, ça serait... J'ai essayé de détailler cette méthode parce que, en général, je connais les kinés et ils sont demandeurs de cette méthode parce qu'en général, ils connaissent Bobat, ils ont déjà entendu parler de Métaillé, ils savent que Vojta, c'est déjà utilisé au Maroc, mais ils se demandent comment l'utiliser. D'habitude, c'est une question que je reçois. Alors, en pratique, le praticien, qu'est-ce qu'il va faire? Il manipule l'enfant en pratiquant une pression sur des points qui sont précis du corps, dans une direction qui est déterminée. On va comme stimuler l'enfant dans une direction. Et la pression, elle est maintenue ainsi qu'une position du corps pendant une durée qui est donnée. Alors, quelques minutes, par exemple. Et puis, faites le même exercice sera effectué en symétrie. Parce que déjà, ça a été fait chez des enfants qui sont porteurs d'asymétrie. Alors, l'enfant, progressivement, il va répondre à cette pression. Il va nous initier à un mouvement. C'est-à-dire qu'elle demande la contribution de l'enfant. Alors, autant que son âge le permette. Alors, on va la considérer dans les méthodes plus ou moins actives. Alors, dernièrement, les 2 années dernières, alors on avait entendu parler de l'oxygène hyperbare. C'est une thérapeutique qui était vraiment à la mode. Il y avait les parents qui venaient, ils nous disaient je veux emmener mon enfant faire l'oxygène hyperbare. Est-ce que ça marche? Ça marche pas? Alors, il y a eu une étude canadienne qui a démontré qu'il n'y a aucun intérêt d'ajouter l'oxygène hyperbare pour avoir des résultats moteurs et qu'il a des effets indésirables, parfois néfastes. Peut-être vous pouvez dire que ça peut aider pour la parole. Par exemple, ils arrivent parfois à parler. Mais déjà, ça ne nous intéresse pas parce que nous, on est des kinés, on cherche tout ce qui est trouble moteur, tout ce qui est acquisition de marche. Mais en général, ce n'est pas prouvé scientifiquement, alors ça ne serait pas recommandé. Alors, cette thérapeutique n'est pas recommandée actuellement. Alors, vous allez entendre parler de musicothérapie, de kinébalnéothérapie, vous connaissez de quoi il s'agit, de la réalité virtuelle. Par exemple, la Wii, on a entendu parler de l'utilisation de la Wii dans le traitement du biofeedback, des tablettes pour stimuler l'enfant. Il y a plusieurs thérapies qui émergent.
il y a aussi l'apport de l'appareillage qui est très important car on collabore, désolé, avec les orthoprothésistes pour faire des orthèses, pour commander des orthèses creuropédieuses qui sont faites spécialement pour l'enfant, des corsets sièges, pour éviter les déformations lors de la position et nous aider pour acquérir cette position assise dans une bonne et due forme, et les orthèses de main. Alors, il y a aussi l'équithérapie. L'équithérapie qui est censée améliorer l'équilibre, la posture et l'auto-estime de cet enfant. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette écoute? Alors, ils vont mettre l'enfant sur un cheval ou un poney pendant 8 à 10 minutes. Et cette équithérapie, elle a fait l'objet de certaines études, mais c'était des études biaisées, avec des résultats qu'on ne peut pas considérer. Alors, maintenant, on va passer à parler de... je suppose que vous avez déjà entendu parler de la Therasout. La Therasout, c'est une méthode nouvelle, qui n'est pas partout dans le monde, et on a de la chance que ça a intégré, je dis que c'est rentré au Maroc, parce que déjà en France et en Tunisie et en Algérie, il n'y a pas cette méthode. Alors, déjà, vous dire qu'il n'y a pas que la Therasout comme programme intensif. Si vous cherchez sur le net, vous allez trouver qu'il y a la Therasout, il y a la Therasout contrefaçon, il y a la Theratox. Je vous incite à mettre ces termes, comme ça vous allez visionner. Désolée, je n'ai pas les diapositives pour les montrer, mais comme ça vous connaîtrez de quoi je veux parler. Il y a la Theratox, il y a la Delisout qui est aussi un programme intensif en Russie par exemple. Il y a la Benjisout, il y a la méthode Traini qui règne partout au Portugal. Vous connaissez, Samira, moi je suis sceptique à ce genre de traitement parce que quand tu vois autant de produits pour un seul principe, il faut savoir qu'il y a un commerce derrière. Voilà, il y a un commerce derrière. Je viens là-dessus. Je viens là-dessus, exactement. Alors, juste vous citer parce qu'on est censé vous donner, comme il y avait le participant, il avait demandé les nouveautés. Alors, il fallait que je cherche les noms. Alors, il y a aussi la méthode Trini qui est disponible au Portugal et c'est juste des élastiques. Il y a la full body suit et il y a la mollisout qui est vraiment la nouveauté. Ça vient après la Therasout. Alors, vraiment, la nouveauté, c'est la moule d'une orthèse avec électrostimulateur. Suivez ce que je veux dire. Alors, avec électrostimulateur qui est intégré, c'est une CEF, c'est une simulation électrofonctionnelle qui est adaptée à chaque patient. C'est ce qu'ils disent. À chaque patient qui vise 40 muscles partout dans le corps et qui ont été objets d'études, mais ces études ont été biaisées. En fin de compte, les revues systématiques ne recommandent pas. Alors, c'est des études qui ont été faites en général par le fabricant pour pouvoir, divulguer ces méthodes. Alors, c'est pas évident. Alors, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, passons à la Therasout parce qu'elle est disponible au Maroc. Je tiens à citer que je n'ai aucun conflit d'intérêt, premièrement. Et deuxièmement, je tiens à saluer tous les thérapeutes disponibles, qui font cette thérapie en international parce que je comprends et je salue leur effort parce qu'elle demande trop d'efforts, trop d'implication et trop de patience, que ça soit financière et trop d'investissement, que ce soit financier, que ce soit en termes de formation. Par la suite, je tiens à parler et dire que la Therasout, ce n'est pas juste la soute, ce n'est pas juste la combinaison. La Therasout, c'est un concept, c'est une méthode. Elle comporte la soute, elle comporte la cage, elle comporte le programme intensif qui va comporter des mobilisations, des exercices. Ils peuvent utiliser même le K-tape, ils vont utiliser le renforcement musculaire, ils vont se baser sur le travail actif et sur la suspension thérapie. Alors,
en 2019, il y a eu une revue systématique qui a étudié tous les articles écrits sur les thèmes des soutes, toutes les soutes que je viens de citer. Alors, ils ont trouvé plusieurs études, mais que juste 13 qui ont été retenues. Juste 13. Alors, pour toutes les soutes. Et que si vous choisissez la terre à soute, vous allez trouver que 2 études qui ont été retenues pour être étudiées. Alors, et dans la méta-analyse, ils ont démontré une faible évidence. Vu le peu de nombre d'études et vu le nombre d'enfants participants qui est très faible et pas trop de variabilité dans les cas. Alors, je vais expliquer ce point. Oui. Ah oui, alors, non, parfait. C'est une discussion qui est vraiment très, très bonne. Tu sais très bien qu'il y a eu une première revue de littérature systématique avec méta-analyse en 2013. Et que parmi les thérapeutiques, en 2013 et anciennes, oui. En 2013. Et parmi les thérapeutiques évaluées, il y avait aussi la terrasoute, donc faible évidence. Et donc même après 6 ans, peut-être d'autres études ils ont été incluses, on n'a pas encore montré d'intérêt pour la southérapie. Moi, je suis pas en train un peu d'amener la discussion vers un point essentiel, c'est que j'ai déjà mon traitement actif, traitement passif, et ce qui a été montré dans cette revue de littérature, c'est que le travail actif, il a un grade un niveau de preuve 2, c'est-à-dire il y a une présomption scientifique, c'est-à-dire c'est mieux que faible évidence. Voilà. Donc, s'il y a un moyen actif qui est plus efficace que la terrasoute, pourquoi s'engager dans un projet thérapeutique plus lourd sur le plan financier, sur le plan physique, sur le plan apprentissage pour amener des résultats qui sont importants. Voilà, c'est plus ou moins l'idée que je voulais transmettre. Je vous comprends parfaitement. C'est pas évident. Déjà, le problème de ces études, c'est que il n'y avait pas une représentation. Rebonsoir, chers collègues. Le live s'est interrompu parce que, bien évidemment, nous avons dépassé l'heure du live. Avant d'inviter à nouveau mademoiselle Samira, j'aimerais plus ou moins rappeler que nous avons demain un événement très important qui est la conférence concernant la ligamentoplastie du genou, et nous avons mardi une deuxième conférence concernant les PFE, la méthodologie de recherche, l'évidence et la recherche scientifique en kinésithérapie dans le domaine de la santé pour plus ou moins assurer l'encadrement des étudiants à distance, ne serait-ce qu'avec des présentations qui pourront donner des idées à nos étudiants. Alors maintenant, je vais inviter mademoiselle Samira. J'aimerais bien, voilà. Oui. Alors, rebonsoir Samira, ça va? Rebonsoir. Ça s'est coupé. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on disait? On n'était pas... Vous parliez des doutes et l'évidence, faible évidence scientifique par rapport à leur efficacité. Juste parce qu'il y avait des problèmes dans ces études, il n'y avait pas une représentativité des enfants. C'est pas évident, c'est pas destiné à tous les... Destiné à tous les enfants, vous me voyez? Oui, maintenant c'est bien. C'est bien. Alors, il y a une autre thérapeutique, une question en général que les thérapeutes se posent, s'il y a possibilité d'utiliser l'électrothérapie. C'est une question. C'est une question en fait. En général, voilà. Dans notre contexte, c'est l'utilisation de l'électrothérapie chez l'enfant atteint de paralysie cérébrale. Alors, vous dire premièrement, quelle électrothérapie vous allez utiliser? En général, l'électro. On va aller
y penser et en parler. Si c'est le TENS, le MS, et on a la CEF. Qu'est-ce que vous allez utiliser? C'est un enfant qui est immature, il a un cerveau immature, je veux dire. Et pour utiliser le TENS, vous voulez, vous pouvez pas avoir une atteinte, je veux dire, qui est centrale. Vous devez avoir, je veux dire, l'opération du patient premièrement. Et déjà, bon, si on est très ouvert et on veut utiliser la stimulation électrofonctionnelle, et on dispose de son, je veux dire, de son appareillage. Alors, est-ce que vous pouvez l'utiliser pour tout enfant dès le début? C'est cher comme dispositif. Vous devez avoir les 25 000 dirhams pour chaque membre. Déjà, vous devez être formé. Vous devez laisser à cet enfant ce dispositif pour l'emmener chez lui et pour l'utiliser pendant 6 heures. Et ça va l'aider. Pourquoi? Juste pour améliorer son état de marche. Je veux dire, alors, déjà, vous avez un enfant qui a déjà récupéré. Vous avez un enfant qui est au stade de la marche. Vous voulez améliorer cette marche qui est pathologique ou améliorer cette prise, par exemple. Alors déjà, vous avez un bon cas. Vous avez trop travaillé avec cet enfant pour arriver à ce cas, pour utiliser. Alors, ce n'est pas comme l'électrothérapie qu'on utilise qu'on utilise généralement pour nos patients dans la rééducation normale. Et déjà, il y a eu plusieurs études. Parlons des études maintenant. Il y a eu plusieurs études, 16 études exactement, et parmi elles, 9 ont approuvé. Mais le nombre d'enfants a été très limité. Ils vous prennent par exemple 17 enfants et ils ont choisi les bons cas. Parmi ces 17 enfants, ils choisissent les bons cas. Avec peu de rigueur, les études sont faites avec peu de rigueur. Et dans ces études, les résultats déjà n'étaient pas concluants. Alors, les revues systématiques ne recommandent pas l'utilisation de l'électrostimulation. J'ai essayé d'étaler sur ce sujet pour essayer de... En fait, j'ai une question qui est proche de ce qui était en train d'être dit. Par rapport à l'électro en général que nous avons en cabinet, est-ce que c'est indiqué, est-ce que c'est contre-indiqué? Non, ça vient. Déjà, vous avez la majorité de vos patients, c'est des spastiques. Si vous considérez que la majorité, c'est des spastiques et c'est des enfants atteints de paralysie cérébrale, ça ne servirait pas à vous les renforcer. C'est comme si vous dites, vous voulez déjà c'est une hypertonie. Qu'est-ce que vous allez renforcer? Ça servirait à quoi? Oui. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai essayé d'expliquer en général cette polémique. Je ne sais pas comment expliquer en termes de terminologie le fait que ce n'est pas, je veux dire, indiqué, c'est même à éviter. Imaginez que pour que l'enfant atteigne un niveau moteur, il doit avoir l'envie d'atteindre ce niveau moteur. Alors, toutes les thérapeutiques qu'on a, par exemple la toxine botulique, qui est vraiment validée pour cette spasticité, par exemple, on l'utilise quand? Quand on sent que l'enfant a envie, par exemple, il a envie de se mettre en assis, il est proche, il a envie de se mettre debout, mais il n'y arrive pas. Alors là, la toxine botulique, je veux dire, elle est recommandée et il est accepté comme candidat. Alors, vous allez mettre cette électrode déjà où vous allez stimuler quoi pour avoir ce mouvement? Alors, je pense que déjà, je reviens sur ce qu'a dit les études et je partage ce qu'ont dit les études. Je suis d'accord, ce n'est pas... Il y a juste une précision. Il y a une collègue qui vous demande d'épeler, c'est-à-dire les lettres du terme Therasout. Comment ça s'écrit, Therasout? Therasout, c'est T-H-E-R-A-S-U-I-T. T-H-E-R-A-S-U-I-T. Alors, j'ai une question qui a été posée. Moi, j'aimerais bien l'élargir. Par rapport aux troubles orthopédiques, notamment la luxation de hanche et la scoliose.
Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Il y a des traitements. Non, pas pour les troubles, comment prévenir? C'est-à-dire, il ne faut pas que l'enfant arrive à ce stade. Comment changer certaines choses pour éviter la scoliose et éviter la luxation de hanche? Pour éviter la scoliose, ça serait avec le corset siège, en utilisant le corset siège, en installant, en s'assurant toujours de l'installation, de la bonne installation de l'enfant. Pour éviter la luxation de hanche, ce que je sais, je ne saurais pas vraiment répondre à cette question. Comment éviter exactement? Juste savoir que, juste ce que je sais, c'est quand l'enfant il a une luxation de hanche, vous pouvez le mettre, pas le mettre en verticalisation et vous pouvez pas le mettre à saute. Mais je ne saurais pas vous expliquer. Je pense que vous serez mieux amené, je veux dire, saurez expliquer mieux que moi. Ben, oui, avec plaisir. En fait, tout ce qu'on fait en kinésithérapie, ça se passe sur une mobilisation. Et parmi les choses à faire, c'est lutter contre la spasticité du psoas, donc le fait d'aller amener la hanche vers l'extension, ça pourrait plus ou moins diminuer la contrainte qui va amener petit à petit la hanche vers la luxation. Alors, il y a une question personnelle. Oui. Vous êtes maintenant dans une question personnelle. En tant que kiné, qu'est-ce que vous faites? Quelle est la méthode que vous choisissez vous-même dans votre cabinet? C'est une question qui a été posée. Qu'est-ce que vous faites? Par les techniques, qu'est-ce que vous faites vous? Déjà, vous allez, je vais vous dire que je suis considérée parmi les kinés classiques. Parce que pour utiliser les nouvelles méthodes comme TerraSoot, il faut être certifié, il faut avoir du bon matériel, du matériel qui est... mais en général, ce que j'utilise, ça va dépendre de l'enfant parce que vous ne pouvez pas standardiser. En général, je vais utiliser le métaillé, Bobat et Vosta en combinaison. Et je vais d'orienter l'enfant, par exemple, de suivre en coopération avec de l'envoyer. Si je sens qu'il a besoin d'une toxine, de demander qu'on lui fasse une toxine. Si j'ai besoin, si je sens qu'il est arrivé au stade de rétraction. Alors, faut juste, j'essaie de tout ce qui est travail avec pluridisciplinaire, premièrement, et d'impliquer les mamans. Parce que quand vous apprenez aux mamans les exercices et quand vous les faites entrer, vous m'entendez, monsieur? Oui, on vous écoute parfaitement. Alors, quand vous les faites entrer, vous leur apprenez les exercices à faire. Par exemple, vous demandez à la mère vous leur apprenez le tiré assis, vous leur apprenez les installations, vous leur apprenez... et j'ai aussi le verticalisateur qui est, je suppose, c'est le minimum qu'on doit avoir parce que il y a les étirements, les postures, les exercices sur ballon, comme vous connaissez tous. Et il y a aussi la phase de verticalisation très, très importante pour l'enfant. Ça va nous éviter les déformations. Et déjà, c'est très validé, la verticalisation. Alors, en fait, il y a un commentaire de la part de M. Aziz, qui, on le sait, kinésithérapeute à Kinitra, qui travaille à l'hôpital public. Il fait beaucoup d'efforts avec les enfants, plusieurs pathologies de l'appareil locomoteur, y compris les enfants infirmes moteurs cérébraux. Il nous dit que le plus important, c'est le travail actif. C'est-à-dire amener l'enfant à bouger par lui-même et non pas que l'enfant subit la mobilisation passive sans qu'il puisse participer. Oui, voilà. Parce que pour acquérir un niveau moteur, vous allez demander des exercices qui sont actifs. Alors, le relevé de la tête, le retournement, il faut faire et stimuler l'enfant pour y arriver. Et en répétant le maximum possible ces exercices actifs pour arriver à ce niveau moteur. D'accord. Juste un titre d'information,
tout à l'heure, il y a un collègue qui a parlé de l'homéopathie, une solution homéopathique qui pourrait remplacer la toxine botulique. Moi, personnellement, j'en sais rien, mais je pense que si vous avez une idée. Il y a la thérapie holistique en général, il y a la capine-thérapie et l'acupuncture qui sont déjà, par exemple, la capine-thérapie, le hijama en arabe. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent, pour les adeptes de l'hijama et les connaisseurs, ils vont utiliser le dispositif de capine-thérapie, ils vont faire hijama mutazahliqa, qui n'est pas, ils ne vont pas utiliser, qui ne va pas être demawiya. Alors, c'est une hijama jafa mutazahliqa. Alors, ça, sur les muscles du tronc, comme ça. Et pourquoi ils le font? Ils disent qu'il y aura une hyperémie dans ces muscles et ça va aider à gagner, par exemple, la musculature d'habitude, là, elle est hypotonique dans ce sens, elle va s'améliorer et aider l'enfant à acquérir la position qu'on veut ou le tenue de la tête, mais elle doit être complémentaire de la rééducation. Je veux dire, de l'éducation thérapeutique, elle doit être faite associée à l'éducation thérapeutique. Aussi l'acupuncture. Mais il n'y a pas d'évidence de médecine dans ce sens, parce que les études n'étaient pas rigoureuses. D'accord. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Est-ce que vous avez un message à faire passer en termes de ce live? Il y a d'autres thérapeutiques, je n'ai pas encore terminé, désolé. On aimerait bien les connaître. Oui. Alors, il y a une thérapie qui est vraiment nouvelle. C'est une thérapie intensive qui nous vient de Belgique. C'est la Habit Heal. Elle signifie en anglais Hand Intensive Therapy Including Lower Extremities. Alors, je répète, c'est Hand Arm Bimanual Intensive Therapy Including Lower Extremities. Alors, excusez mon anglais. Alors, il est bien, vous parlez bien l'anglais d'ailleurs. Cette méthode, elle a été développée par le professeur Yannick Bleyenhaft en Belgique. Elle est basée sur une méthode qui s'appelle Habit, qui nous vient des États-Unis. Alors, la première méthode, c'est Habit. Elle se concentre uniquement sur les membres supérieurs, mais la Habit Heal, elle se concentre sur les membres supérieurs en utilisant aussi les membres inférieurs et le tronc. Alors, c'est une méthode, disons, qu'elle est globale. Alors, elle se consiste en quoi? La méthode, elle va se pratiquer sur des stages intensifs de 90 heures, sur une courte durée qui se fait sur 2 semaines, juste 2 semaines. C'est la nouveauté. Elle se base sur une rééducation par le jeu. Elle est orientée vers des objectifs, c'est-à-dire c'est une rééducation task-oriented. Alors, on va prendre cet enfant, on va lui assigner on va lui désigner un thérapeute qui va rester avec lui pendant des heures, chaque jour, pendant ces 2 semaines. Alors, qu'est-ce qu'il va lui apprendre? On va choisir, par exemple, 3 objectifs pendant ces 2 semaines. Pour acquérir, par exemple, on va lui apprendre à monter les escaliers, à se brosser les dents et à s'habiller, par exemple. Il va répéter ces activités toute la journée. Alors, et la force de cette thérapie, c'est qu'elle est validée scientifiquement. Elle est validée, vraiment hautement validée comme la contrainte induite. Alors, il a été montré grâce à des IRM fonctionnels que cela changeait la structure du cerveau sur le plan de la motricité. Alors, c'est vraiment la nouveauté. Il y a dernièrement, il y a l'émergence. Comment on l'écrit? Je viens de voir qu'il y a quelqu'un qui a écrit comment on l'écrit. H-orienté. H-A-B-I-T, un petit trait, I-L-E. H-A-B-I-T, un petit trait, I-L-E. Et vous allez trouver que ça vient de Belgique. Alors, il y a une autre thérapie. Je suppose que vous avez entendu parler du Lokomat. Le Lokomat, c'est un robot. C'est une sorte d'exosquelette fonctionnant sur un tatan. Alors, ce système robotisé, il va offrir un mouvement qui est répétitif
schéma de marche. Alors l'enfant, le patient, il va accomplir les exercices en décharge de poids. C'est un robot qui est suspendu. Alors, mais il dispose aussi de logiciels dynamiques qui va nous étudier cette marche, qui va nous améliorer et il y aura des paramètres de marche à fixer, le tout. C'est la haute technologie. Vous pouvez le trouver, cette thérapie, par exemple, en Turquie. Mais c'est trop cher. Et déjà, ce n'est pas fait pour tous les enfants. Par exemple, c'est pour enfants qui sont en période de marche. Alors, c'est comme du gait training. Alors, vous ne pouvez pas mettre un enfant qui ne tient même pas la tête, qui ne tient même pas la position assise dans ce robot. Et vous lui demandez de faire... Parce que, sachant que pour passer d'une position à une autre, il faut acquérir celle d'avant et la maîtriser. C'est ce qu'on nous a appris tous. Par exemple, je ne peux pas passer d'une position, par exemple, du tenu de la tête à la position, je veux dire, d'après, sans avoir acquéri et bien acquéri le tenu de la tête ou bien acquéri l'assis. Voilà. Et pour la verticalisation, je tiens à en parler parce qu'elle est très importante. Alors, verticaliser l'enfant quand c'est possible. Et c'est très important en utilisant un verticalisateur, le grand verticalisateur ou un stand-up. Et ça a plein de points de bénéfices. Par exemple, ça peut éviter, ils vont vous dire pourquoi je vais l'utiliser pour un enfant au début, pourquoi? Déjà, au minimum, ça va m'éviter la constipation. Ça va améliorer son tonus postural. Ça va lui éviter les déformations. Ça va lui éviter les troubles trophiques. Imaginez dans notre pratique quotidienne, par exemple au cabinet, vous avez des enfants qui n'ont pas de verticalisateur, qui ne se font pas verticaliser pendant une période, une période de temps qui est, longue. Alors vous allez trouver que quand vous allez les mettre au verticalisateur, vous allez voir les pieds qui vont devenir bleus. Imaginez, alors c'est risqué, c'est un problème là. Alors, dernièrement, vous allez recevoir des parents dans vos cabinets qui vont vous dire, j'ai entendu parler des stem cells. Les stem cells, al-khalaya al-jad'iyya. C'est la mode actuellement, on en parle partout. Ils font des essais même sur des enfants atteints de paralysie cérébrale et même sur des essais sur des enfants autistes. C'est une thérapie qui est assez chère. Juste une seule session, elle va vous coûter vers les 50 000 dirhams. Elle est risquée. Alors, les parents vont devoir signer une décharge avant de remettre l'enfant. Une décharge, il peut lui arriver n'importe quoi à cet enfant. Alors, mais ils osent parfois parce qu'ils sont déprimés, ils veulent le maximum pour cet enfant. Alors, juste, ils vont demander parfois votre avis par rapport à cette thérapeutique nouvelle. Alors, juste vous dire, vous m'entendez, monsieur? Oui. Oui. On vous entend. Alors, vous dire qu'il y a eu une étude, l'étude que j'ai pu trouver, elle a été faite sur 17 enfants. Alors, c'est un nombre très réduit d'enfants en faveur de cette thérapie. Mais il n'y avait pas de suivi déjà pour voir les effets à long terme. Parce que déjà, cette thérapie, on a peur qu'elle nous apporte des effets secondaires comme très difficiles et très durs comme le cancer. On n'a pas assez de recul pour étudier l'effet à long terme sur ces enfants qu'on va, leur proposer. Il y a aussi la thérapie par contrainte induite qu'on utilise déjà pour les enfants qui sont atteints de paralysie de plexus brachial. On entend parler aussi pour l'AVC. C'est une thérapie, qui est à la mode, relativement en mode. Alors, les résultats des études qui ont été faites en 2019, par exemple, sont très favorables pour cette thérapie. Sur le long terme, ils ont même fait le suivi après 2 ans, après le programme, que le programme soit terminé. Et ça a prouvé que ça donnait de bons résultats. Déjà, si vous mettez en anglais pour trouver les études, vous devez mettre le terme, Constrained Induced Movement. Et vous expliquez ça consiste en quoi? Ça consiste à immobiliser
le membre supérieur de cet hémiplégique en général, de cet enfant hémiplégique, immobiliser son membre supérieur qui est fonctionnel pendant quelques heures par jour. Alors, les parents vont vous aider dans ce sens afin de l'inciter à utiliser plus son membre déficient. Voilà. Alors, aussi, il y a l'entraînement de la marche, il y a l'ergothérapie, il y a l'ostéopathie crânienne pour les enfants atteints de paralysie cérébrale, mais peu d'études ont été validées dans ce sens. Il y a aussi le K-tape, il y a aussi les vibrations. Et pour conclure, parce que c'était assez long, pour conclure, alors je tiens à vous dire que c'est à vous d'adapter les thérapeutiques selon l'enfant que vous avez devant vous, selon votre expérience et en se guidant par la littérature scientifique. Et merci. Alors, merci, mademoiselle Samira. C'était vraiment riche en informations. Vous avez présenté pas mal de techniques moi-même que je connaissais même pas. Tabarakallah alik. Et donc, je vous remercie à nouveau. Vous étiez la dernière personne à exposer dans nos lives si jamais le confinement ne se prolonge. Donc, voilà. Donc, la cerise sur le gâteau. Merci beaucoup. Et donc, on vous donne rendez-vous peut-être s'il y a la possibilité de faire d'autres lives dans les semaines prochaines. Et voilà. Donc, on se retrouve après. Merci. Shukran. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée.